Bonjour à tous et bienvenue en direct du laboratoire souterrain de l'Andra. Ce soir, pour cette nouvelle webconférence, nous vous accueillons à 490 mètres de profondeur. Et vous l'aurez compris, nous allons nous intéresser à cet outil qu'est le laboratoire souterrain dont nous fêtons les 20 ans cette année. 20 ans d'expérimentation scientifique et technologique mis au service de la conception du stockage CIGEO. Alors, pour m'accompagner, ce soir, je suis avec Sarah Devonck. Elle est adjointe au directeur du centre de Meuse-Haute-Marne, où l'on se trouve ce soir. Et c'est également la directrice du département laboratoire souterrain. Bonsoir Sarah. Bonsoir Audrey, bonsoir à tous et à toutes. Donc, bienvenue à 500 mètres sous terre dans les galeries du laboratoire souterrain. Comme vous le voyez, aussi bien en surface qu'à 500 mètres sous terre, nous portons un masque et des gants puisque nous respectons les conditions sanitaires qui prévalent actuellement. Mais comme nous avons une zone qui est balisée où nous ne risquons pas de croiser d'autres personnes, pour plus de confort sur la qualité d'écoute, nous allons nous permettre durant cette séance d'ôter nos masques et également de pouvoir ôter nos gants, ce qui sera beaucoup plus simple pour aussi répondre à vos questions. Alors Sarah, les installations du laboratoire souterrain sont implantées au milieu d'une couche d'argile âgée d'environ 160 millions d'années. Et ce laboratoire nous a permis, dans un premier temps, de démontrer la faisabilité d'un stockage profond ici, en Meuse-Haute-Marne, pour les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue. Ce laboratoire souterrain, aujourd'hui, et ce depuis déjà plusieurs années, nous permet de concevoir le stockage et d'apporter des éléments scientifiques et techniques pour démontrer la sûreté du centre. Alors, le projet CIGEO, c'est le Centre industriel de stockage géologique profond. Il est conçu pour accueillir les déchets les plus radioactifs et à vie longue, issus principalement du traitement des combustibles usés provenant des réacteurs nucléaires français. Donc à l'écran, vous voyez à gauche une barre de combustible usé et puis en haut à droite un colis de déchets de moyenne activité à vie longue et en bas à droite un colis de déchets de haute activité. Alors aujourd'hui, près de 50% des déchets attendus dans CIGEO est déjà produit et si le stockage est autorisé, eh bien, sa mise en exploitation est prévue à l'horizon 2040. Alors, l'objectif fondamental de CIGEO, eh bien, c'est de protéger l'homme et l'environnement de la dangerosité de ces déchets, et ce, sur le très long terme, en les isolant et en les confinant à 500 mètres de profondeur dans un milieu géologique stable et très peu perméable. Alors, dans ce laboratoire souterrain, il n'y a pas de déchets radioactifs et il n'y en aura jamais. Si le stockage est autorisé, les installations se trouveraient à environ 5 km d'ici. Alors tout à l'heure, c'est Jacques Delay qui nous rejoindra. Il est ingénieur géologue et la première fois qu'il est venu en Meuse-Haute-Marne, c'était en 1993, juste avant le démarrage des premiers travaux de reconnaissance géologique. Il nous racontera l'historique du laboratoire et nous parlera de ses 20 ans d'acquisition des connaissances. Mais pour commencer, Sarah, alors vous travaillez sur le site depuis maintenant 19 ans. Donc vous avez vu la construction du laboratoire depuis le début, quasiment. Exactement. Et vous l'avez vu évoluer jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce laboratoire, son architecture et son fonctionnement? Alors, nous allons voir un plan qui va pouvoir vous démontrer l'ensemble de l'architecture du laboratoire souterrain. Je vais commencer par décrire les puits. C'est ce que vous avez en barre verticale grise. Nous avons deux puits, un puits principal et un puits auxiliaire. L'air, la ventilation nécessaire pour pouvoir respirer au fond est amenée par le puits principal et ressort par le puits auxiliaire. Dans ces puits, nous avons tout un équipement, à commencer par des ascenseurs pour pouvoir descendre. Nous avons deux ascenseurs, un ascenseur de 14 places et un ascenseur de secours de 8 places. La même installation est effectuée dans les deux puits. Et dans le puits principal, nous avons en plus une cage matérielle. À l'écran, vous pouvez voir la descente de personnel à 500 mètres avec cet ascenseur. Donc celui-ci était l'ascenseur principal.
Par les puits descendent également tout un réseau de galeries, puisque pour fonctionner, le laboratoire a besoin, par exemple, d'air comprimé. Les machines de creusement nécessitent d'utiliser de l'air comprimé. Nous avons, bien évidemment, pour l'éclairage et pour faire fonctionner tout un tas de machines électriques, 2 câbles qui descendent par chacun des puits, un câble de 20 000 volts et un câble de secours de 1000 volts, avec un bouclage qui est réalisé au fond. Donc si on a une coupure d'électricité d'un côté, on peut switcher et aller sur l'autre boucle. Nous avons également tout un réseau d'eau industrielle pour fabriquer du béton. Nous avons tout un réseau aussi d'eau industrielle et d'eau incendie. Pour les remontées d'informations, puisque nous avons plus de 26 000 points de mesure dans le laboratoire, ces informations remontent jusqu'en surface, soit via des câbles en cuivre, soit par de la fibre optique. Si l'on repasse le plan, vous allez voir qu'au niveau des galeries, nous avons une première galerie dans le haut de la couche, à 445 mètres. Je rappelle que la couche fait 140 mètres d'épaisseur et qu'elle est située donc, entre 420 et 550 mètres de profondeur. Et donc que cette première galerie d'environ 40 mètres de longueur, à 445 mètres, nous a permis de faire des premières expérimentations. Mais comme vous le voyez à l'image, le réseau principal de galeries s'étend sur le niveau à 490 mètres de profondeur, donc là où nous sommes aujourd'hui. Et ce réseau atteint aujourd'hui les 2 km de galerie. Nous avons d'ailleurs franchi ce 2e kilomètre durant le mois d'août. Et nous allons passer une petite vidéo de quelques secondes qui va vous montrer cela. Donc ça, c'est la vidéo de la machine à attaque ponctuelle et c'était pas exactement celle-là. C'est marrant parce que finalement, on est en train de voir le creusement de la galerie dans laquelle on dans laquelle nous sommes, avec la mise en place des voussoirs classiques et des voussoirs compressibles, comme j'en ai un devant moi. Et l'autre vidéo, c'est la vidéo des 2000 mètres, donc si on peut la passer juste après. Et au niveau des galeries, nous avons des diamètres de 4 jusqu'à 9 mètres et nous verrons que nous sommes en train de creuser une galerie qui va atteindre les 10 mètres de diamètre. Donc, dans le laboratoire, à l'occasion de ces 20 ans, comme l'a rappelé Audrey, nous avons fait aussi une sorte de bilan. Nous voyons qu'on a descendu plus de 30 000 visiteurs en 20 ans dans les installations souterraines et que nous avons une base de données aujourd'hui qui approche les 6 milliards de valeurs. Donc, vous voyez que le mot laboratoire a vraiment tout son sens lorsqu'on voit ces valeurs. Si l'on peut repasser le plan des galeries du laboratoire, nous allons pouvoir regarder que les 2 puits sont connectés par un réseau de galeries qu'on appelle les galeries principales. De ces galeries principales partent des galeries secondaires qui ont différents objectifs, soit des objectifs techniques, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une portion de galerie pour fabriquer du béton qui est ensuite projeté sur les parois des galeries en creusement. Nous avons également des galeries à vocation expérimentale, donc scientifique et technologique, qui représentent la majorité des galeries du laboratoire. Sur le plan toujours, vous pouvez voir 2 galeries au centre qui font un espèce de S qui s'appelle GT8 et GT9. Donc ça, c'est ce qui correspond à la niche de secours centrale, donc qui est en position équidistante entre les 2 puits, ce qui fait qu'on peut la rejoindre quel que soit l'endroit où on est du laboratoire assez facilement, avec 2 entrées, une par le nord et une par le sud, et qui permet d'avoir 70 personnes en même temps dans cette niche de secours, qui est l'effectif maximal de personnes pouvant être présentes dans l'installation souterraine en même temps. Et comme les équipes fonctionnent en 3-8, nous avons également une niche de repos où les gens peuvent prendre un café ou manger un sandwich avant de reprendre les travaux. Alors Sarah, on a une question oui. Avant de parler des différentes équipes qui travaillent au fond au quotidien. On demande s'il y a des équivalents à l'étranger en termes de laboratoire souterrain.
Effectivement, nous ne sommes pas les seuls à être engagés sur la voie du stockage en couche géologique profonde, puisque c'est la référence qui prévaut à l'international. Et en ce qui concerne le nombre de laboratoires déjà existants, il y en a 9. Alors, dans différentes formations, ils ne sont pas tous comme celui-ci dans un environnement d'argile. Il y en a également dans un environnement granitique. Et le laboratoire donc, de Bure, au niveau extension avec ses 2 km, est le laboratoire le plus important en termes de linéaire et en termes d'expérimentation menée dans les argiles. Alors maintenant, justement, est-ce que vous pouvez nous présenter le fonctionnement de ce laboratoire en 3-8, notamment avec des équipes qui travaillent en permanence au fond? Oui, donc le laboratoire, il faut savoir qu'il est ouvert à partir du lundi à 5 h du matin jusqu'au samedi 13 h. Et les équipes viennent travailler en poste, en 3-8. Donc ces équipes concernent à la fois le service exploitation, qui est un service interne à l'ANDRA. Ça correspond à peu près à une quarantaine de personnes. Et ce service est en charge de conduire l'installation, de son exploitation. Donc concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'ils font les accueils sécurité. Donc comme quand on prend un avion, on a un petit meeting sécurité. Donc là, avant de descendre dans les installations souterraines, on a également un meeting sécurité à suivre. Ce service s'occupe aussi de la logistique. Donc quand je parle de logistique, j'entends l'amener de l'ensemble du matériel nécessaire pour le creusement, pour les expérimentations, mais aussi la remontée de l'ensemble des déblais de roches qui sont issus du creusement des galeries. Et par logistique, j'entends aussi tout simplement l'amener et la remontée du personnel et des visiteurs dans nos installations. Ce service est aussi en charge via le poste de commande centralisé qui est un local situé en surface. Donc vous avez des images à l'écran qui vous montrent cette salle. Donc c'est un peu le point névralgique avant de descendre et on a un œil sur tout. Donc il y a des caméras qui permettent de voir comment les cages, là vous avez l'entrée de la cage matérielle s'ouvre. Ça permet aussi de pouvoir donc piloter les ascenseurs, leur descente, leur montée. Sur cet écran-là, vous voyez, on a la géolocalisation des personnes. On a un petit téléphone ici à la ceinture qui permet de savoir la position de chacun. Là, vous avez la position des ascenseurs en vert qui permet de savoir à quelle profondeur ils sont. Et donc là, vous voyez le personnel qui sort de l'ascenseur et qui arrive dans les installations à 490 mètres. Et ce service est aussi en charge d'une maintenance légère, on va dire de premier niveau. Je pense qu'on a, en suivant une vidéo qui va suivre sur des travaux de soudure pour pouvoir accrocher des coffrets, alors des coffrets électriques ou des coffrets d'acquisition de données. Donc, toute l'installation est pilotée par du personnel de l'ANDRA. On a également besoin... Pardon, Audrey ? Je me permets de vous interrompre. Allez-y. Il y a eu un petit souci sur le chat de YouTube au moment de la connexion. Donc, si vous souhaitez poser des questions sur le chat de YouTube, je vous invite à rafraîchir la page. Et puis, ça devrait fonctionner correctement. Voilà. Je vous laisse la parole pour parler maintenant de la maintenance. Donc, on a une deuxième équipe d'environ 40 personnes également qui est en charge de la maintenance. Alors, la maintenance est une prestation de service, ce n'est pas du personnel ANDRA qui l'opère. Et ce personnel est en charge de faire essentiellement, pour la grosse moitié de ces interventions, ce qu'on appelle de la maintenance préventive. Donc, ils vont venir changer des pièces d'usure avant d'arriver à une panne. Cette entreprise est aussi chargée de faire des vérifications réglementaires. Par exemple, de vérifier que les harnais sont toujours utilisables ou les élingues. Et bien évidemment, s'il y a des pannes, ils sont appelés pour intervenir le plus rapidement.
La troisième grosse équipe constitutive des effectifs du laboratoire, c'est l'entreprise qui est en charge des creusements. Donc on a une entreprise qui figure parmi les majors du BTP qui opère ici dans le laboratoire souterrain et qui est en charge de creuser des galeries comme dans celle où je suis actuellement. Donc c'est la galerie qu'on appelle GVA2 qui a été creusée au tunnelier. Mais ça, on y reviendra après. Et bien entendu, à ces effectifs s'ajoutent des effectifs sur des interventions qui ne sont pas forcément postées. Et là, donc, on a toutes les interventions par le personnel à la fois technique et scientifique dans l'ANDRA, plus des prestations très spécifiques en fonction des expérimentations que l'on a à mener. Alors, on a quelques questions au sujet justement de ces équipes qui travaillent au fond. On nous demande par exemple le profil de ces travailleurs. Alors, juste pour citer peut-être quelques métiers qu'on retrouve dans le laboratoire souterrain. Oui, alors nous avons par exemple ce que l'on appelle des moulineurs. Donc ce sont les personnes qui sont chargées de la logistique, d'amener avec un engin l'ensemble du matériel jusqu'à la cage, de le descendre au fond et après de le récupérer une fois qu'il est dans les installations souterraines. On a également des électriciens. On voit ici qu'on a par exemple là des chemins de câbles avec des séparations de réseaux entre courant fort, courant faible, également un réseau de secours. Donc les électriciens sont également nombreux dans le laboratoire. Je pourrais aussi citer des mécaniciens pour pouvoir faire la maintenance des engins de creusement par exemple, ou des engins qui amènent les déblais de roche jusqu'au puits principal qui est l'endroit où on remonte l'ensemble de ces déblais. Et bien évidemment tous les opérateurs des machines de creusement. Donc voilà pour l'essentiel des métiers, mais après bien sûr il y a tous les métiers scientifiques avec beaucoup de spécialités différentes. Alors une question aussi, on nous demande s'il y a des femmes qui travaillent dans ces équipes. Alors, dans les équipes de creusement ou dans les équipes de l'exploitation, il y en a très peu directement dans les équipes de 3-8. En revanche, dans l'encadrement, là, effectivement, les femmes sont plus nombreuses. Et que ce soit dans les services scientifiques, que ce soit le service communication pour Audrey ou pour le mien, la direction du centre de Meuse-Haute-Marne, on voit bien, on est 2 représentantes, oui. Donc ça se féminise. Alors Sarah, vous venez nous présenter les différentes équipes qui travaillent au quotidien au fond, mais se rajoutent à cela les scientifiques et ingénieurs qui vont descendre pour suivre des travaux ou des expérimentations. Il y a également des entreprises qui vont venir travailler de façon ponctuelle dans le laboratoire. Et vous l'avez dit Sarah, il y a également les visiteurs qui descendent dans le laboratoire souterrain. En moyenne, nous avons 3000 visiteurs par an qui descendent dans le laboratoire souterrain. Donc cette coactivité, il faut la gérer, il faut l'anticiper afin de garantir la sécurité de tous. Et c'est justement Joël Leroy, ingénieur sécurité, qui nous en parle. Nous sommes actuellement dans la salle de formation où nous animons en fait des formations qui sont dédiées à la sécurité. Donc ces formations, elles sont à destination des gens qui viennent visiter comme des gens qui viennent travailler. Donc la sécurité, c'est quelque chose qui est très important pour l'ANDRA en fait. Notre priorité, c'est vraiment de garantir que toutes les activités qui vont avoir lieu ici, elles se passent dans les meilleures conditions de sécurité possibles et dans le respect de la réglementation. À ce sujet, même si on n'est pas une mine, bien qu'on s'y apparente à bien des égards, on n'est pas soumis à la même réglementation. Chez nous, c'est le code du travail qui s'applique. Notre obligation, en fait, c'est de coordonner toute l'activité qui se déroule chez nous. L'activité, d'ailleurs, elle peut être très très variée. Le laboratoire, c'est avant tout un chantier de travaux souterrains dans lequel, entre le moment où on va commencer à creuser une galerie, le moment où on va l'équiper et jusqu'au moment où on va, finir de mettre en place l'expérimentation, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. À ça, on va ajouter des opérations liées à de la maintenance industrielle, à de l'exploitation, qui est de la logistique. Et bien souvent, en fait, ces opérations, elles sont réalisées par des entreprises qui sont, habituées à travailler chez nous et qui connaissent les installations. On s'assure que chaque personne qui descend, encore une fois que ce soit un visiteur ou un intervenant, ait bien suivi une formation dédiée à ça pour qu'il comprenne les spécificités en fait, de cet environnement. Dans un premier temps, on va lui enseigner comment évoluer, dans cet environnement, comment se repérer dans les galeries.
On va parler des règles liées à la circulation des engins, on va parler de la ventilation. Cette formation, en fait, elle va être renouvelée tous les ans. Dans un second temps, on va insister beaucoup sur les règles à suivre en cas d'urgence, notamment en cas d'incendie ou en cas d'accident. C'est notamment lors de cette formation qu'on va apprendre aux gens en fait, à utiliser cet équipement qui leur permettra, en cas d'incendie, à pouvoir circuler dans une ambiance enfumée et rejoindre une niche de secours. Donc cet équipement, en fait, c'est un élément qui est lié à l'organisation incendie qui, je dirais, est utilisé depuis l'origine du projet. Je voudrais insister sur un point qui est très particulier et qui est lié à la gestion des secours, en fait. On est dans une organisation qui est atypique et qui est quasiment unique en France, dans le sens où nous avons un partenariat avec les pompiers départementaux. Et comme dans beaucoup de départements ruraux, en fait, les pompiers sont avant tout des volontaires. Et ce partenariat, en fait, s'est concrétisé par la mise en place d'un centre de secours qui est géré par les pompiers. Les gens sont formés par les pompiers, ils ont le même équipement, mais la particularité, c'est qu'en fait, ce sont exclusivement des gens qui travaillent chez nous. Et ça offre un double avantage, aussi bien pour nous que pour les pompiers. L'avantage pour nous, c'est qu'on a des délais d'intervention qui sont extrêmement courts. Et en plus, nous avons des gens qui connaissent parfaitement le site et toutes les spécificités. Et pour les pompiers et pour j'ai envie de dire, pour le domaine public, d'une façon générale, ça permet d'avoir des équipes qui peuvent intervenir dans les villages environnants dans des délais qui sont également extrêmement courts. Alors une question qui revient régulièrement lorsque nous recevons des visiteurs sur le site, et je suis sûre que certains d'entre vous se posent cette question, c'est mais qu'est-ce que vous faites depuis 20 ans à creuser des galeries? Alors préciser que creuser des galeries à 500 mètres de profondeur dans l'argile, eh bien c'est déjà un essai technologique, et justement Sarah, vous allez nous présenter les différentes machines de creusement qui ont été testées dans le laboratoire souterrain. Alors si on fait un petit flashback, on commence par le creusement des puits. Les puits ont été creusés avec des tirs à l'explosif. Et pour ce qui est des galeries, donc à l'horizontale, là on a utilisé d'autres méthodes. Alors que ce soit des méthodes traditionnelles avec par exemple le brise-roche hydraulique. Donc je pense qu'on a une petite vidéo aussi qui va pouvoir vous montrer cet engin en fonctionnement. Donc c'est une machine avec une pointerole à l'extrémité de son bras qui vient comme un gros marteau-piqueur poinçonner la roche. Donc il fait des déblais, comme vous pouvez le voir, assez gros. Là, vous avez l'opérateur qui manipule la machine avec son joystick. Donc vous voyez, l'opérateur est déporté, il n'est pas sur la machine. Et donc vous voyez la roche, là, donc la fameuse argilite du calove oxfordien, c'est ce que vous voyez sur le front complètement gris, très foncé. Et vous voyez donc ces déblais qui sont assez gros. Donc ça, c'est une première technique de creusement que nous avons beaucoup utilisée dans le laboratoire parce que la machine est assez compacte et elle peut être déplacée assez facilement dans les galeries du laboratoire souterrain. Et on a également utilisé une deuxième technique, toujours traditionnelle, qui s'appelle la machine à attaque ponctuelle. Donc là, vous avez aussi une illustration de cette machine qui est, comme vous pouvez le voir, plus conséquente, avec un bras au bout duquel nous avons une tête rotative avec des picots. Et ces picots sont abrasifs, donc en tournant, j'allais dire cette fraise, ça ressemble un peu à la fraise de chez le dentiste en version XXL, va grignoter la roche. Donc là, on va avoir des déblais qui vont être un peu plus fins, mais en revanche, on va avoir beaucoup de poussière à gérer, à aspirer dans les galeries du laboratoire. Donc avec cette machine, on va pouvoir creuser des galeries avec une forme circulaire qui soit assez bien respectée, puisqu'on aura une visée laser qui va nous y aider. Et avec la technique que l'on a vue précédemment, du fait que je vous ai dit qu'on faisait des blocs assez gros, là, on peut avoir plus de difficultés à respecter la géométrie. Donc ce sont tous ces enseignements qui sont importants pour pouvoir creuser les futures galeries de CIGEO. Mais pour CIGEO, on a testé également une troisième technique avec un tunnelier. Donc on va voir aussi quelques images de cette technique. Donc c'est la vidéo qu'on avait vue tout à l'heure. Voilà, donc on revoit la vidéo qu'on a vue précédemment. Donc c'est aussi une technique avec un bras rotatif, mais l'avantage de cette machine, c'est qu'on peut mettre à l'arrière directement un soutènement
par ces éléments préfabriqués en béton qu'on appelle voussoir. Et donc cette machine, qu'on appelle un tunnelier, est extrêmement longue. Alors celui-ci était un petit tunnelier, il ne faisait entre guillemets que 17 mètres de long. Mais pour pouvoir creuser 2 galeries distinctes, il faut avoir dans l'installation une zone où on le monte, une zone où on le démonte pour aller le mettre dans une autre galerie où on n'a pas des rayons de courbure qui soient suffisamment grands pour ne pas pouvoir démonter la machine. Donc ce tunnelier pourrait être tout à fait adapté pour Cigéo. Pour le laboratoire, il nous a surtout servi à pouvoir regarder comment cette technique de mise en place de voussoirs pouvait s'opérer et de pouvoir mesurer les efforts qui se reportent sur ces voussoirs. Mais ça, Jacques Delay vous l'expliquera beaucoup plus en détail par après. Donc, dans cette galerie ici, donc nous sommes dans ce que j'ai appelé tout à l'heure la galerie GVA2. Donc, c'est une galerie qui fait un peu plus de 5 mètres de diamètre, qui a été creusée avec la machine que vous avez vue juste précédemment. Et vous pouvez voir les voussoirs qui ont été posés. Donc, on a 8 éléments de voussoirs par anneau avec une clé de voûte, comme dans les cathédrales, qui vient bloquer l'ensemble. Et vous avez ici un voussoir particulier pour lequel l'Andra a déposé un brevet. Donc on retrouve une partie classique des voussoirs que vous pouvez voir dans des tunnels type tunnel sous la Manche. Donc c'est une armature métallique avec du béton tout autour. Et ce voussoir a la particularité d'avoir ce qu'on appelle une couche compressible. Donc c'est cette couche que vous voyez ici, qui fait un peu moins de 20 cm, dans laquelle vous retrouvez des cylindres creux. Et ces cylindres sont composés avec l'argilite du site, donc qui a été chauffé et passé sur une machine qui permet d'avoir cette forme de cylindre. Et ce qui fait qu'on a beaucoup de vide dans cette couche, et comme on est dans un terrain sédimentaire et que quand on va creuser une galerie circulaire du fait des contraintes latérales et du poids des terrains, ces galeries ne vont pas rester circulaires, elles vont avoir tendance à converger, à s'ovaliser dans un sens ou dans un autre. Donc ça, Jacques Delay vous l'expliquera aussi tout à l'heure. Et on a besoin de maintenir ces galeries. Donc c'est la raison pour laquelle on met en place ces voussoirs. Et ce voussoir compressible va avoir la capacité, puisque l'on observe que ce qu'on appelle ces convergences, ces déformations, vont être importantes sur les 6 premiers mois, voire la première année, et qu'après on va atteindre un plateau. Donc sur ces 6 premiers mois, la première année, cette couche, du fait qu'elle a très peu de résistance mécanique, du fait qu'elle a beaucoup de vide, va pouvoir s'écraser. Ce qui fait que sur le plus long terme, la charge qui va reporter sur cette partie de voussoir va être nettement moindre. Donc pour un stockage de déchets sur le long terme, c'est vraiment très important d'avoir ce type de voussoir, et c'est ce sur quoi on travaille actuellement. Alors Sarah, depuis maintenant 1 an et demi, nous sommes dans ce qu'on appelle la phase de chantier 4 qui va se poursuivre jusqu'en 2025. Est-ce que vous pouvez nous parler des différents essais qui vont être menés pendant ce chantier 4 ? Alors nous allons avoir un plan qui va nous illustrer l'ampleur du chantier 4. Donc c'est un chantier effectivement qui va se dérouler jusqu'en 2024-2025 avec à peu près 600 mètres de linéaire supplémentaire à creuser. Donc sur le plan, c'est ce que vous voyez en brun. Et les objectifs de ce chantier 4, on peut citer 4 exemples vraiment très illustratifs. Le premier, ce sont tous les essais dits de remblai de scellement, puisqu'il faut savoir qu'à terme, le stockage Cigéo doit être refermé pour assurer la sûreté sur le long terme, puisque comme on l'a dit en préambule, ces déchets sont dangereux sur des centaines de milliers d'années. Donc il est important, une fois qu'on s'est assuré que tout se passe comme
comme prévu, de refermer le stockage, même s'il se referme de façon très progressive, mais il faut le refermer. Et donc ces essais de remblai de scellement vont à la fois nous permettre de déterminer la technologie à mettre en place, avec quel type de machine, quel type de matériaux. Et donc ce sont l'ensemble de ces essais-là que l'on va poursuivre, parce que bien entendu on a déjà fait un essai de scellement dans une portion de galerie qui fait 5 mètres de long sur 5 mètres de diamètre, mais on veut tester encore d'autres types d'expérimentations sur cette thématique. Le deuxième exemple, c'est tout ce qui est la thématique de matériaux compressibles. Je vous montrais l'exemple tout à l'heure du voussoir avec cette couche compressible. Il s'agit de mettre des revêtements avec des matériaux innovants qui ont ce pouvoir de pouvoir absorber ces déformations de la roche sur les temps jeunes et de pouvoir les appliquer alors, dans des galeries au niveau de carrefour. Donc comment, dans un carrefour, on arrive à positionner ces matériaux. Donc, ce sont l'ensemble de ces essais-là également que l'on va mener durant le chantier 4. Le troisième exemple, c'est la poursuite de la construction de démonstrateurs d'alvéoles HA, donc les déchets de haute activité longue, qui sont des déchets vitrifiés, qui vont être stockés donc, dans des alvéoles qui vont faire entre 80 et 150 mètres de long dans des microtunnels qui font 1 mètre de diamètre. Mais ça vous sera détaillé par la suite par Jessica Leput dans la partie avec Jacques Delay, donc je n'y reviens pas plus. Et la quatrième expérimentation d'envergure qui est vraiment le fil rouge du chantier 4, ça sera la construction d'un démonstrateur d'alvéoles, mais cette fois-ci pour les déchets MAVL, donc moyenne activité vie longue. Et là, on va passer sur la construction d'une galerie, parce que là, on parle d'alvéoles de stockage qui ressemblent plus à des galeries qu'à des microtunnels, qui va atteindre cette galerie un diamètre qui avoisine les 10 mètres. Donc c'est un ouvrage là qui est vraiment pratiquement à la même échelle que ce qu'on va retrouver dans CIGEO. Et d'ailleurs, je pense qu'on va avoir une vidéo et l'ingénieur responsable du creusement de cette alvéole démonstrateur MAVL et cette galerie qui est en cours de creusement aujourd'hui. Au niveau du phasage, cette galerie va être creusée en 2 grandes étapes. En gros, pendant 1 année et demie, on vient faire la section supérieure et encore 1 année supplémentaire, on viendra avec le brise-roche hydraulique excaver la partie inférieure pour avoir la section complète. Donc au niveau hauteur, le diamètre final au niveau de l'excavation est d'environ 10 mètres. Toujours au niveau phasage, donc là ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le soutènement, un soutènement qui est souple, parce qu'on vient de disposer de différentes cales qui permettent à la galerie d'avoir un effet de rétrécissement dans le temps, à long terme. À l'issue de cette excavation, dans une deuxième phase, on viendra mettre du béton, environ 50 cm d'épaisseur. Et à terme, donc pour le final de cette galerie, elle servira, je dirais, d'expérimentation et de représentation de ce que pourrait être une galerie pour les colis de type moyenne activité vie longue. Alors Sarah, vous venez de nous présenter le laboratoire, son architecture et son fonctionnement. Maintenant, on va faire le lien avec ce que pourraient être les installations du stockage CIGEO. Alors on va voir un plan justement avec la position du laboratoire souterrain, voilà, que l'on retrouve à gauche, donc c'est là où nous sommes ce soir. Et puis à droite, ce que pourraient être les installations du futur stockage. Donc pour être clair, rien n'existe encore aujourd'hui pour ce qui est du stockage. Alors, évidemment, la construction de CIGEO va démarrer avec le creusement des liaisons entre la surface et le fond, c'est-à-dire des puits, mais également 2 descendries, donc des rampes d'accès. Une descendrie permettra d'acheminer les déchets radioactifs jusque dans les installations souterraines, et la deuxième descendrie permettra d'assurer la maintenance et permettra également de transférer du gros matériel. En ce qui concerne les puits maintenant, eh bien, il y en aura 5. Ces puits assureront des fonctions similaires à ceux du laboratoire, c'est-à-dire qu'on va retrouver les ascenseurs pour le personnel et également pour les matériaux matériels et également la ventilation. Alors voilà, là, vous avez un zoom sur les installations souterraines du stockage. À droite, on retrouve la zone de stockage pour les déchets de haute activité et à gauche, la zone de stockage pour les déchets de moyenne activité à vie longue. Alors là, vous avez une vue
du stockage à la fin de son exploitation, c'est-à-dire à l'horizon 2150. Donc le stockage va vraiment être creusé progressivement au fur et à mesure des besoins pendant un peu plus d'un siècle. Donc pendant un peu plus d'un siècle, on aura d'un côté une zone travaux avec le creusement des galeries et d'autre part une zone exploitation, une zone nucléaire avec le stockage des déchets radioactifs. Alors, juste en termes de comparaison de galeries, le laboratoire Sarra, vous le disiez, aujourd'hui c'est 2 km de galerie. CIGEO à terminaison, ça sera environ 250 km de galerie. Je parlais de la zone travaux, la zone creusement et la zone en exploitation. Ces deux zones seront physiquement séparées, de telle sorte qu'il ne sera pas possible de passer d'une zone à l'autre depuis les installations souterraines. Il y aura donc 2 puits dédiés à l'accès et à la ventilation de la zone travaux et 3 puits dédiés à l'accès et à la ventilation de la zone en exploitation. Alors, l'Andra bénéficie du retour d'expérience de l'exploitation du centre de stockage de l'Aube, qui est aujourd'hui exploité depuis près de 30 ans. En ce qui concerne la zone travaux, la zone chantier, eh bien là, ce sont les activités au laboratoire souterrain, en termes d'organisation du chantier, en termes de sécurité, qui vont permettre d'orienter le futur fonctionnement de cette zone travaux. Alors une autre précision, c'est que dans la zone en exploitation, il n'y aura pas de personnel au fond. L'acheminement et le stockage des déchets radioactifs seront complètement automatisés et pilotés depuis le poste de commande en surface. Alors bien sûr, lorsque des travaux de maintenance seront nécessaires, eh bien, soit l'exploitation s'arrêtera, soit si c'est une maintenance préventive, eh bien, elle sera planifiée plutôt le week-end ou encore la nuit. Voilà pour le lien qu'on pouvait faire entre le laboratoire et le stockage. Alors Sarah, on a une question. Est-ce qu'on sait aujourd'hui quelle machine de creusement sera utilisée pour creuser CIGEO ? Alors, tout n'est pas encore complètement figé, mais ce qu'on sait déjà, Audrey, c'est qu'il n'y aura pas qu'une seule machine de creusement, mais des machines de creusement. Si l'on prend le cas de la descendrie, on sait que cette descendrie sera creusée avec un tunnelier. Il pourrait y en avoir même plusieurs en parallèle. Pour ce qui concerne des alvéoles de moyenne activité vie longue, on pourrait très bien utiliser une machine à attaque ponctuelle. Et pour ce qui est des alvéoles à chat, donc les déchets vitrifiés dans les micro-tunnels, là, c'est la technique du micro-tunnelier qui s'appliquerait. Donc, globalement, quand même des techniques qui ont déjà toutes été testées dans le laboratoire souterrain, mais avec certainement encore des avancées technologiques au fil des années qui vont arriver. Eh bien, merci Sarah d'avoir participé à cette conférence et de nous avoir expliqué, nous parler de l'architecture du laboratoire, de son fonctionnement. Maintenant, on va passer... Je remets mon masque et mes gants avant de quitter le plateau. Au revoir Sarah. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie sur l'historique du laboratoire souterrain. C'est Jacques Delay qui nous rejoint. Il est ingénieur géologue, spécialiste en hydrogéologie et il a été le chef du service scientifique pendant 10 ans. Bonsoir Jacques. Bonsoir Audrey. Alors, si on prend l'historique du laboratoire, eh bien, ça démarre par la loi de 1991 qui demandait à l'Andra d'étudier la faisabilité d'un stockage profond. Donc, suite à cette loi, eh bien, des investigations géologiques ont été menées dans 4 départements, dont la Meuse et la Haute-Marne. Et justement, Jacques, vous travaillez à l'Andra depuis près de 30 ans. Vous avez suivi ces campagnes de reconnaissance géologique. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, alors juste avant, je voudrais revenir un peu sur la notion de stockage géologique. L'idée du stockage géologique est apparue en France dans les années 80 lorsque des rapports de l'Académie des sciences, les rapports Castin, les rapports Gogel, ont mis en évidence la nécessité de protéger en fait ces déchets radioactifs sur des durées de l'ordre de 100 000 ans. Alors, on a cherché à savoir comment on pouvait protéger ces déchets radioactifs pendant 100 000 ans, et les seules structures qui soient stables sur ces durées sont des structures géologiques. C'est pour ça que ces rapports avaient été faits par des géologues. Et donc en 1991, lors de la loi Bataille, il a été décidé de rechercher des sites pour implanter des laboratoires souterrains dans des formations géologiques. Tout ceci pour isoler et confiner les déchets radioactifs. Isoler, c'est-à-dire les mettre hors de portée, en profondeur,
à plus de 200, 300, 400 mètres, 500 mètres de profondeur. Les confiner, c'est-à-dire mettre autour des colis de déchets radioactifs des barrières artificielles ou naturelles, comme de l'argile, qui permettront d'assurer que les déchets radioactifs, que la radioactivité ne sortent pas du site de stockage. Alors, lors de ces travaux de reconnaissance géologique, il y a eu des campagnes de sismiques et également des forages. Je crois qu'il y a une vidéo où l'on voit en fait les camions vibrateurs et les plateformes de forage. Voilà. Voilà, et alors sur ces 4 sites qui ont été sélectionnés après une mission de Christian Bataille à partir de 1991, ont été menées effectivement ces campagnes de géophysique sismique, mais aussi des campagnes de forage et aussi des campagnes géologiques. On voit ici des machines de forage en action, des forages qui sont ici des forages peu profonds de l'ordre de 200 mètres, mais on a fait des forages sur une profondeur de plus de 1000 mètres. Associé à ces campagnes de forage et à cette sismique, on a réalisé des campagnes de géologie de surface. Alors, c'est un petit clin d'œil, mais on va vous montrer les premières coupes géologiques qui ont été réalisées sur le site de Meuse-Haute-Marne, et ce sont les coupes géologiques d'Amand-Buvigné en 1852. En 1852, qui montrent que le pendage des couches géologiques est de l'ordre de 2%. Donc la géologie, déjà dans ces années-là, était très bien connue et extrêmement détaillée. Alors il faut savoir que sur ce site, on avait une roche, c'est une roche du Calovo oxfordien, c'est une roche argileuse, et c'est cette roche qui a été sélectionnée sur les départements de Meuse et de Haute-Marne pour assurer le confinement de la radioactivité pendant des durées de plus de 100 000 ans. Alors, au départ, il devait y avoir plusieurs laboratoires de recherche souterrains. Pourquoi, finalement, n'y en a-t-il eu qu'un seul? Alors, il n'y a eu qu'un seul laboratoire souterrain parce que, d'une part, sur les 4 sites qui avaient été présélectionnés, eh bien, les 2 départements de la Meuse et de la Haute-Marne, comme on s'intéressait à la même formation géologique, n'ont pas voulu se faire une concurrence qui n'aurait pas eu de sens et ont décidé de se rassembler pour que un laboratoire puisse se faire dans cette formation. Ensuite, il y avait le site de la Vienne, qui était un site granitique sous couverture, et le site de Marcoule, qui était également un site argileux. L'ANDRA a déposé des dossiers pour ces 2 sites, mais ils n'ont pas été retenus par nos évaluateurs. Alors, l'ANDRA propose des dossiers, mais ce sont nos évaluateurs qui décident si on fait un laboratoire et qui décideront également si on fait un stockage. Alors, cependant, le gouvernement avait demandé à l'ANDRA, en 1999, d'étudier un autre site granitique, un site de savoir comment on pourrait stocker dans les sites granitiques. Parce que certains laboratoires étrangers, en Suède, en Finlande particulièrement, stockent dans le granit. Et c'était une option à ne pas négliger. Donc, il y a eu une mission qui a été montée pour rechercher un site, mais cette mission a échoué. Et c'est pour cela qu'on a qu'un seul site, un seul laboratoire en Meuse et en Haute-Marne. Donc en 1999, l'ANDRA obtient l'autorisation de construire et d'exploiter un laboratoire souterrain en Meuse-Haute-Marne. Et donc en 2000, eh bien, les travaux de creusement commencent et avec les premières expérimentations. Alors je crois qu'on a 2 photos. On a une photo du site à gauche en 2000 et la photo à droite du site aujourd'hui, avec d'ailleurs en beige les 2 tours qui surplombent les puits d'accès au laboratoire souterrain. Alors Jacques, voilà, est-ce qu'on peut parler de ce premier programme de recherche dans le laboratoire souterrain? Alors, en 2000, on commençait effectivement les travaux sur le laboratoire souterrain proprement dit. Alors les travaux ont commencé par une campagne de géophysique sismique, je n'y reviens pas, et se sont poursuivis par le début des creusements des puits. Et sur cette première vidéo, vous voyez les tout premiers creusements de puits à l'aide d'un portique qui était tout à fait provisoire, et vous verrez les ouvriers qui creusent la roche et qui ramassent ici avec une simple pince qui est mise dans un gros seau, on appelle ça un cufa, et c'est comme ça que les premiers mètres des puits d'accès ont été creusés. Après, il y a eu un plancher de fonçage, il y a eu d'autres techniques qui ont été mises en œuvre, mais ça a été vraiment les premiers commencements. Alors le premier programme expérimental, en fait, a été orienté vers
deux grands aspects. Le premier aspect, c'est le creusement et le soutènement. Sarah vous en a parlé largement sur certains aspects. Et d'autre part, les propriétés de confinement. Je vous le rappelle, isoler et confiner, ça veut dire qu'il fallait étudier si la roche avait des propriétés pouvant retenir la radioactivité. Ça veut dire étudier la perméabilité, c'est-à-dire l'aptitude de la roche à se laisser traverser par l'eau, étudier les coefficients de diffusion, la façon dont la radioactivité peut diffuser dans l'eau qui est contenue dans la roche, et bien sûr étudier cette eau qui est contenue dans la roche. Voilà, donc ce premier programme expérimental a été établi d'abord pour confirmer que la roche pouvait avoir de bonnes propriétés de confinement. Et alors, est-ce que les résultats obtenus au laboratoire souterrain étaient attendus ou est-ce que certaines choses ont été découvertes grâce au laboratoire? Alors, les résultats, il faut distinguer deux choses. Pour ce qui concerne les propriétés de la roche, de cette formation haute, en fait, les propriétés étaient déjà relativement bien connues de par les forages qui avaient été effectués pendant la période de reconnaissance. Donc, nous n'avons pas eu vraiment, à proprement parler, de surprise en ce qui concerne les mesures de perméabilité, de la porosité de la roche, de ses coefficients de diffusion, de ses coefficients de conductivité thermique, par exemple. C'était assez bien appréhendé à partir d'échantillons. En revanche, ce qui n'était pas bien appréhendé, c'était le comportement en grand d'une galerie et lors du creusement des puits, le comportement de la roche. Parce que cette roche, même si elle paraît ici extrêmement dure, extrêmement rigide, a des propriétés d'élasticité et de plasticité. Ce qui fait que cette roche a tendance à converger, comme on vous l'a déjà expliqué, c'est-à-dire que les galeries ont tendance naturellement à se refermer. Alors ceci est une très bonne chose pour le confinement. Ça veut dire que s'il y a une fissure dans cette formation, cette fissure tendra à se refermer naturellement. Évidemment, cela pose des problèmes de construction en ce qui concerne le creusement et le soutènement. Alors d'ailleurs, Jacques, j'en profite puisqu'on a une vidéo. On vous voit travailler dans une des galeries du laboratoire souterrain. C'était déjà il y a quelques années, hein, je ne donnerai pas la date. On peut le dire, c'était en 2004. C'était le creusement de la niche expérimentale à 445 mètres de profondeur. Et l'on peut voir que l'on a réalisé à cette époque-là, en 2004, on a eu l'ensemble des expérimentations, d'études des fracturations en parois de roche, des expérimentations de diffusion, des expérimentations de mesure de perméabilité, des levées géologiques. Et on a pu mener ainsi, dans ces années 2004-2005, tout un cortège d'expérimentations qui nous ont permis d'apporter des éléments issus de la reconnaissance in situ de cette formation. Alors, grâce à ces résultats obtenus notamment au laboratoire souterrain, mais également avec les campagnes de sismique, eh bien, il y a une zone dite de transposition qui a été définie autour du laboratoire souterrain. Voilà, on la voit à l'écran. Est-ce que vous pouvez nous parler des propriétés qu'on retrouve dans cette zone bleue de 250 km²? Alors, cette zone de transposition, en fait, ça veut dire la transposition de l'ensemble des résultats acquis à l'intérieur du laboratoire souterrain à une zone beaucoup plus vaste dans laquelle on pourrait implanter des installations souterraines de stockage. Alors, cette zone a été définie sur des critères géologiques, purement géologiques, c'est-à-dire la présence de failles à l'est. On voit un réseau de failles à l'est, ça s'appelle le fossé de Gondrecourt. Ça a été défini par une profondeur de couche. Quand on va vers l'ouest, eh bien vers le nord-ouest, cette couche s'approfondit. Et c'est vrai que plus on s'approfondit, plus le poids des terrains devient important et plus les problèmes de creusement peuvent être importants et les coûts associés, bien évidemment. Et également, l'autre critère qui a été utilisé pour définir cette zone de transposition, c'est l'épaisseur de la couche, parce que cette couche s'épaissit vers le nord-est. Et donc, on s'est décalé par rapport au laboratoire, plutôt vers le nord et le nord-est, pour implanter le site qui sera celui du stockage CIGEO. Donc dans ces 250 km², finalement, les propriétés, les conditions sont plutôt favorables à l'implantation d'un stockage. Oui, alors on le sait, non seulement par le laboratoire bien sûr, mais on a réalisé en tout une cinquantaine de forages profonds qui ont permis de rassembler l'ensemble de ces informations.
Alors justement, les connaissances acquises sur le milieu géologique ont permis de déposer en 2005 le dossier Argile au service de l'État. Et l'évaluation de ce dossier Argile, notamment par l'autorité de sûreté nucléaire, a conduit en 2006 au vote d'une nouvelle loi qui retient comme solution de référence le stockage en couche géologique profonde pour ces déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue. Alors cette loi de 2006 demande maintenant à l'ANDRA de concevoir le stockage et de l'implanter. Donc à partir de cette loi, qu'est-ce qui a changé dans le programme de recherche ? Première étape, on l'a dit, d'études et de recherche, les propriétés de la roche, mais maintenant il faut construire un stockage et déterminer si le fait de construire un stockage, d'apporter des nouveaux matériaux, va altérer ses propriétés de confinement. Alors, pour cela, on a eu un certain nombre de travaux. Des travaux de construction, on vous en a déjà longuement parlé, avec des travaux sur les revêtements et les soutènements, mais également des travaux liés aux perturbations qui étaient apportées par la ventilation, par exemple, par la désaturation qui était créée par cette ventilation en parois, et également étudier toutes les interactions qu'il y aurait entre les matériaux qu'on allait apporter sur ce stockage, c'est-à-dire du verre, du fer, de l'argile, du béton, en quantité très importante qui pourraient obérer les propriétés de confinement. Alors Jacques, justement, à l'écran, on voit en ce moment des capteurs en fait, qui sont juste derrière nous dans la galerie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi servent ces capteurs ? Alors c'est une illustration du travail scientifique qui est associé au creusement des galeries. Et on voit que vous avez ici des voussoirs instrumentés. Et ces voussoirs donnent l'impression d'une galerie entièrement terminée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons dans ces anneaux de béton, mais également dans la roche derrière, un ensemble d'instrumentation, des instruments de convergence, de mesure de pression, de mesure de déplacement, qui permet de s'assurer que le terrain se refermant autour de ces anneaux compressibles, eh bien, se referme de la façon attendue et étudier les propriétés de remise en charge de ces anneaux de soutènement. Alors justement, Sarah en a parlé tout à l'heure également. Hein. Aujourd'hui, ce sont environ 25 000 points de mesure qui sont collectés chaque jour dans ces 2 km de galerie. Alors, suite à cette loi de 2006, il y a eu également les essais technologiques. Sarah nous a présenté tout à l'heure les différentes machines de creusement. Elle nous a parlé du creusement des micro-tunnels pour les déchets de haute activité. Et justement, on retrouve Jessica Lepuc, qui est ingénieure en charge du creusement de ces alvéoles de haute activité. Dans le futur stockage CIGEO, les colis de déchets de haute activité seront stockés dans des ouvrages spécifiques que l'on appelle les alvéoles achats. Il s'agit en fait de micro-tunnels d'un diamètre d'environ 60 cm et d'au moins 80 mètres de long. Un chemisage acier y est inséré et c'est dans ce chemisage que seront introduits les colis de déchets radioactifs. La technique du creusement est basée en fait sur l'utilisation d'un micro-tunnelier et la mise en place d'un chemisage acier. Donc le chemisage est lui-même constitué d'éléments de tubes d'acier d'environ 2 mètres et emboîtés les uns aux autres. Les essais de creusement des alvéoles achats sont toujours associés avec des expérimentations scientifiques afin d'acquérir une connaissance précise de l'ouvrage et de contribuer à son dimensionnement pour CIGEO. Parmi les expérimentations dédiées aux alvéoles achats, on retrouve les essais de chauffe pour lesquels 2 alvéoles ont été instrumentés et équipés d'éléments chauffants permettant de reproduire les effets thermiques des colis de déchets. Donc ces essais nous permettent d'étudier le comportement de l'ouvrage, du chemisage et de la roche environnante sous l'effet de la chaleur. Donc aujourd'hui, tous ces travaux nous amènent à un total de 22 alvéoles réalisées depuis 2009, avec des alvéoles comprises entre 9 mètres de long pour l'alvéole le plus petit et 112 mètres pour l'alvéole le plus long, record actuel établi en 2017. Donc cela représente à peu près entre 1 à 2 campagnes de creusement par an. Pour cette année, nouvelle campagne de creusement va débuter donc fin septembre avec la construction de 3 nouveaux alvéoles. Donc 2 alvéoles de 20 mètres chacun dédiés à l'expérimentation sur les échanges gazeux autour de l'alvéole et un alvéole de 80 mètres dédié quant à lui à vérifier la faisabilité technologique de pose d'un système de gestion de l'atmosphère de l'alvéole. Donc cet alvéole de 80 mètres sera réalisé ici où on voit en fait l'amorce du creusement et la roche prête à creuser pour ces travaux.
Donc ces travaux sont prévus pour une durée d'environ 2 mois et c'est au cours de la réalisation de cet alvéole de 80 mètres que nous allons franchir la barre des 1000 mètres de creusement d'alvéole achat. Pour les années à venir, les travaux de creusement des alvéoles achat vont se poursuivre avec pour objectifs principaux la réalisation d'alvéoles proches du concept CIGEO, la réalisation d'un alvéole de 150 mètres et enfin les travaux de soudage des éléments qui constituent le chemisage. Beaucoup de travaux encore en perspective. Alors on vient de voir un exemple d'essai technologique, mais il y en a eu d'autres. Oui, il y en a eu d'autres. Et il y a eu, on en a parlé tout à l'heure, des essais de très grandes galeries qui représentent des alvéoles pour déchets de moyenne activité vie longue. Il y a eu donc ces microtunnels et il y a eu également des expérimentations à caractère technologique pour étudier le scellement des galeries. On pense évidemment à creuser le laboratoire souterrain, mais après son exploitation, il faudra le sceller, remblayer et mettre en certains points ce qu'on appelle des scellements, c'est-à-dire des noyaux d'argile qui permettront de rétablir l'imperméabilité naturelle du milieu et éviter de laisser évidemment des points de sortie pour les déchets radioactifs. Alors Jacques, dans quelques mois maintenant, l'ANDRA déposera la demande d'autorisation de construction du stockage. Que reste-t-il à faire aujourd'hui ? Alors, il reste bien sûr du travail parce que la science et la recherche scientifique ne s'arrêtent pas. On ne va pas arrêter aujourd'hui la conception et le développement de nouveaux concepts. Donc d'une part, la première chose, c'est qu'on va intégrer toutes les nouveautés, toutes les découvertes, tous les développements scientifiques qui vont pouvoir se faire dans le milieu universitaire pour améliorer le projet. On va également tester de nouveaux concepts de stockage. Ce qu'on appelle concept de stockage, c'est que les colis de déchets que l'on connaît aujourd'hui, on sait comment on va les stocker, mais des colis qui seront produits dans 50 ans ou 60 ans, ils seront peut-être produits avec des technologies, des moyens, des formes, des dimensions qui seront différentes. Et on devra toujours continuer à étudier les nouveaux concepts pour stocker des déchets radioactifs. Donc encore environ 150 ans de recherche scientifique et technique sur CIGEO. Mais la recherche ne s'arrêtera pas. Il faudra également tester de nouveaux matériaux, c'est-à-dire qu'on aura peut-être des matériaux qui remplaceront les bétons, le fer, d'autres matériaux qui pourront constituer d'autres containers de stockage qui ne soient pas corrodables par exemple. Enfin, dernier point du programme de recherche que nous avons à mener et qui est très actif en ce moment, ce sont les développements de tous les tests et concepts de surveillance. En effet, ce site de stockage, dès sa construction, on va installer tout autour un dispositif de surveillance proche et éloigné du stockage qui permettra de s'assurer qu'il se comporte comme on l'a prévu. Et ça, justement, eh bien, cette surveillance, c'est un outil dans la réversibilité du stockage. Et justement, je vais faire un point rapide sur cette réversibilité. Alors, CIGEO est conçu pour être construit de façon très progressive au fur et à mesure des besoins et ainsi être réversible pendant toute sa durée d'exploitation. Donc cette réversibilité permet de laisser la possibilité aux générations futures de faire des choix, comme notamment d'intégrer des avancées scientifiques et techniques au fur et à mesure de la construction et de l'exploitation du stockage. La réversibilité, c'est également laisser la possibilité aux générations futures de ressortir les colis du stockage. Et justement, on retrouve Jessica Lepu qui nous explique comment cette récupérabilité est prise en compte dans la conception des alvéoles pour les déchets de haute activité. On installe des dispositifs de mesure de déformation dans des alvéoles sans chemisage afin de mesurer donc, la convergence de l'ouvrage. On peut réaliser également des scanners 3D pour mesurer d'une autre manière cette convergence. On installe aussi des dispositifs de mesure de déformation à l'intérieur du chemisage de façon systématique afin donc de mesurer cette déformation progressive du chemisage parce qu'on dans CIGEO, on doit pouvoir garantir la récupérabilité des colis de déchets pendant toute la phase d'exploitation du centre. Voilà, alors nous avons essayé de retracer de façon synthétique l'historique du laboratoire souterrain, son évolution depuis 20 ans, aussi bien en termes d'architecture qu'en termes de programmes scientifiques et technologiques. Ce laboratoire nous permet de travailler dans les conditions les plus proches du futur stockage,
afin d'amener des éléments scientifiques et techniques pour démontrer la sûreté du futur stockage. Voilà, je voulais remercier Sarah Devonck et Jacques Delay d'avoir participé à cette webconférence et également d'avoir partagé votre expérience. J'en profite également pour vous dire que sur le site internet andra.fr, vous pouvez faire une visite virtuelle du laboratoire souterrain. Donc tranquillement, depuis chez vous, vous baladez dans les différentes galeries du laboratoire souterrain. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine webconf de l'Andra. Bonsoir à tous.